Mais avant de clôturer cette soirée, j'ai envie d'inviter sur scène 2 femmes que vous connaissez déjà parce que vous avez leur nom écrit sur les livres qui sont sur votre table. Ce soir, on a l'honneur et la chance d'avoir Mélodie Thomas. Mélodie... Mélodie est journaliste. Elle est responsable de la mode pour la plateforme digitale du magazine mensuel Marie-Claire et elle a notamment collaboré pour des magazines tels que L'Officiel. Elle est l'auteure du livre La mode et politique. Bienvenue. La deuxième femme qui va me rejoindre, c'est Christelle Bakima Punza. Christelle, elle est Senior PR et Communication Manager chez Ariani, mais elle est également écrivaine et a créé et écrit son premier livre qui est sorti en août, Corps Noir. Bienvenue. Salut. J'ai de la chance parce que j'ai autour de moi 2 femmes qui ont toutes les 2 une perspective unique sur l'évolution de l'industrie de la mode. Donc, première question pour vous, c'est comment est-ce que vous percevez les changements aujourd'hui sur les sujets de diversité et inclusion dans la mode? Est-ce que vous voyez des avancées notamment qui vous inspirent? Très vaste question. Bonsoir à tous. Est-ce que je vois des avancées? Forcément, oui, parce que j'ai écrit un livre où justement je reviens tout ce qui s'est passé entre les années 50 et aujourd'hui, et même si on prend juste la période 2000-2023, il y a des grandes évolutions, mais moi, force est de constater que je vis dans le monde réel, le monde d'aujourd'hui, et que je trouve que c'est encore extrêmement lent. Et quand je dis que c'est extrêmement lent, c'est que c'est intéressant d'avoir des campagnes où on voit plus de corps divers, que ce soit sur les couleurs de peau, le sizing, etc. Mais le sujet, c'est pas que la campagne, c'est pas que ce qu'on vend à la fin, mais les personnes qui créent ce qu'on vend aussi. Et ça, évidemment, je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et ensuite, ça a été évoqué dans le panel juste avant sur Chantelle. Je pense qu'on parle beaucoup de la question financière dans les entreprises, qui est un vrai sujet, mais que très souvent, les sujets dits de diversité et inclusion sont un peu considérés comme la dernière roue du carrosse. Et en fait, on va même pas non plus évaluer la perte financière que ça peut nous faire. Moi, il y a des entretiens que j'ai eus avec les mannequins qui me parlaient du fait que sur les shootings de campagnes dites de diversité, il n'y avait même pas forcément de coiffeur ou de maquilleur pour les coiffer. Donc en fait, on se retrouve avec des photos à la fin qui sont pas belles du tout, qu'on jette à la poubelle, et ça a quand même coûté au moins 15 000 €. Donc je pense qu'il y a aussi la question de réfléchir de bout en bout et pas juste de se dire ok, on va faire ça pour faire plaisir à 2-3 personnes sur Instagram, mais vraiment poser le sujet on l'a en large, quoi. Et donc, si je résume, il y a vraiment cette notion d'avoir des valeurs, de les incarner et de se mettre en action concrètement, pas que pour la communication, mais vraiment en interne. Et notamment qu'il y ait de la diversité devant la caméra, derrière la caméra, au niveau des fournisseurs, bref, sur toute la ligne. Je rejoins totalement Christelle sur ce qu'elle vient de dire. En fait, ce qui est assez intéressant, je vais partir en petite anecdote. Donc moi, voilà, ça fait 10 ans que je suis journaliste mode et que je réfléchis à ces questions parce que ça m'intéresse déjà à un niveau personnel, mais aussi parce que d'un niveau, à un niveau, on va dire, intellectuel, le but du journalisme, c'est de se poser des questions et c'est de se dire pourquoi à chaque fois. Donc moi, quand je vois une campagne, je me dis pourquoi est-ce qu'on utilise tel mannequin plutôt qu'un autre. Et en fait, au moment où j'ai écrit mon livre, je me suis dit, voilà, j'ai fait un espèce de petit bilan de 10 ans sur ce que j'avais pu voir dans la mode, ou ne pas voir d'ailleurs. En tout cas, j'ai pu poser des mots sur les conversations et les questions que je pouvais avoir en tête. Et je l'ai fini, je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, voilà, le racisme, c'est mal... c'est important quand même d'avoir un peu de diversité et d'inclusion. Voilà, une fois qu'on a dit ça et qu'on est tous d'accord et qu'on se dit c'est vrai que c'est important, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, je me suis rendu compte que le but pour moi avec ce livre, en fait, c'était de créer un outil
donc des paramètres sur lesquels je pouvais me reposer. Et en fait, j'avais plus besoin d'utiliser finalement, j'avais plus besoin de revenir sur ce que j'avais dit. J'avais juste besoin de me dire, ok, bah si c'est mon fil rouge, si c'est la manière à travers, si c'est le prisme que j'ai décidé d'utiliser finalement, j'ai plus besoin de faire un sujet qui dise le racisme c'est mal. Puisqu'en fait c'est bon, on a posé les jalons, on sait que c'est mal. J'ai plus besoin de dire c'est vrai que on a des conversations à avoir sur le type de corps qu'on utilise dans la mode, puisqu'en fait je l'ai déjà dit. Donc la conversation c'est maintenant, si c'est la manière dont je regarde le monde, bah, c'est aussi la manière avec laquelle j'avance. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est nécessaire dans toutes les entreprises, parce qu'on a des conversations depuis maintenant plusieurs années à ce sujet. Je pense qu'avec Christelle, on ne se sent pas du tout comme étant des pionnières de ces sujets. Il y a eu des gens avant nous qui ont mis ces questionnements sur la table. Moi, à chaque fois, j'aime bien me référer au Black Issue de 2008 qui avait été créé par Edward Enninful pour le Vogue Italia et qui interrogeait déjà la place des femmes noires dans l'industrie de la mode. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu le documentaire sur Bethany Ardisson, qui est une des mannequins emblématiques de la mode des années 70, pardon. Ce que je veux dire, c'est que ces questions, elles ont toujours été là. Donc c'est pas moi qui viens aujourd'hui en prétendant ouvrir des sujets, des grandes conversations et des grands débats. Par contre, c'est moi qui viens dire, en fait, ces sujets, on les connaît, on les sait, et maintenant qu'on les a en tête, comment est-ce qu'on parvient à avancer ? Je pense qu'aujourd'hui, dans l'industrie de la mode, on a été beaucoup à remarquer ces derniers mois une forme de stagnation, ou en tout cas, moi ce que j'aime dire, c'est que la mode et la société finalement sont des miroirs, et que par conséquent, les arrêts de la société ou les reculs de la société, on va forcément les voir dans la mode, puisque elle représente finalement ce qu'on vit, les personnes qu'on voit et les personnes qu'on a décidé de mettre en avant à un instant T. Et on voit bien aujourd'hui que dans la société, il y a des crispations sur certains sujets. Ces crispations-là, je perds mon mot. Mais ce n'est pas étrange, on va dire, voilà, qu'on puisse les retrouver dans la mode aussi. Par contre, il faut s'interroger sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que pendant un moment, si on regarde avant 2019, donc avant la crise du Covid, on avait toutes ces conversations sur l'utilisation et la mise en avant de mannequins grande taille et même de mannequins handi aussi, de personnes en situation de handicap, et qu'aujourd'hui on regarde les podiums ou on regarde les campagnes et force est de constater qu'on les voit moins. Et en fait, l'idée, ce n'est pas forcément de fustiger les marques. Moi, ça n'a jamais été mon ambition de pointer du doigt et de dire ça c'est bien, ça c'est mal. Mais c'est plutôt de se dire, si tout le monde, au moment où il crée une campagne, si tout le monde, au moment où il engage quelqu'un dans son équipe, se dit, pourquoi est-ce que cette personne-là ne correspond pas à ce que j'imagine ? Pourquoi est-ce que, quand je pense mannequin, j'efface totalement ce type de corps, ce type d'apparence ? Et je pense que si beaucoup plus de personnes se posaient ces questions-là, personnellement, sans en faire des étals sur les réseaux sociaux, je pense qu'on avancerait aussi beaucoup plus facilement en fait, dans cette industrie, parce qu'en fait, on se rendrait compte qu'on a des biais, on a tous des biais. J'en ai, vous en avez, tout le monde en a. Mais la question, c'est de les déconstruire, c'est de comprendre pourquoi ils existent, ce qui va nous permettre finalement de changer notre manière de voir et notre manière de représenter ce qu'on estime être des femmes, ce qu'on estime être des corps acceptables ou normaux, ce qu'on estime d'être des êtres humains comme on peut en côtoyer finalement tous les jours. Donc ce que j'entends, c'est que dans la salle, chacune des personnes qui est là et qui nous regarde a un rôle à jouer, a une responsabilité. Aujourd'hui, dans cette salle, on a beaucoup de chance parce qu'on a beaucoup de privilèges. Et en fait, notre rôle, d'après moi, c'est de réussir à transformer ces privilèges en actions positives, de devenir des alliés, comme l'a dit Lisa un peu plus tôt. Et je pense que ça fait un peu écho avec ce que tu viens de dire. Ce soir, on a écouté beaucoup de personnes inspirantes, beaucoup de récits inspirants. Est-ce que parmi les actions qui ont été partagées, est-ce que certaines vous ont inspiré ? Est-ce que certaines vous ont étonné ? Si moi je voulais rebondir sur
l'intervention de Lisa. Bon, déjà de base, parce que j'achète la marque depuis longtemps, donc voilà. Non, en fait, je trouve ça important parce que typiquement, je sais que quand la boutique a ouvert, il y avait eu une effervescence autour de la boutique dans le 10e, etc. Moi, j'y passe souvent d'ailleurs, et je vois souvent différents types de femmes dans ces boutiques que je vois pas forcément dans d'autres types de boutiques, en fait. Qu'il m'arrive, même si je travaille dans la mode, d'entrer dans certaines marques de mode ou de boutiques de luxe et de me sentir pas à ma place, alors que je les connais très bien, ces marques, et que je peux avoir des discussions avec elles voilà, pour des sujets sur lesquels je travaille, parce qu'on sait qui je suis, et quand je viens en simple cliente lambda, la conversation shift, ce qui n'est pas le cas, en tout cas quand je vais de temps en temps chez Make My Lemonade, et je pense qu'en fait ça c'est symptomatique de comment est-ce qu'on est capable en tant que dirigeant d'entreprise d'infuser une culture d'entreprise de haut en bas. Et c'est pour ça que je dis que le sujet c'est pas juste d'avoir des mannequins en campagne ou en couverture où je vais me dire ah bah c'est génial, je me retrouve là-bas, voilà, mais d'avoir une culture qui est véritablement accueillante et bienveillante pour tout le monde, sans que j'ai besoin de devoir dire à l'entrée de la boutique bonjour, je m'appelle Christelle Bakima, je suis autrice de tel livre, je suis critique, où là on va bien me recevoir parce qu'on sait exactement qui je suis. Donc c'est une intervention qui m'a vraiment plu et qui montre en fait que même si ça, pour certaines marques, ça semble le b.a.-ba, moi je peux vous le dire que c'est pas du tout le b.a.-ba d'être bien reçu en boutique pour quelqu'un comme moi en fait, alors même que je travaille dans la mode. Donc merci Lisa, c'est cool. Alors moi j'ai aimé beaucoup d'interventions, j'ai beaucoup aimé l'intervention notamment sur Zalendo, parce que je trouve que c'est hyper intéressant aussi de montrer comment les jeunes générations ont pris un peu pour acquis finalement tous ces questionnements, et du coup comment une plateforme comme celle-ci a su pressentir finalement toutes ces valeurs qui étaient portées et essayer de les appliquer le mieux possible. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure un peu avec Renaud, que je ne vois pas là du coin de l'œil. Mais je trouve que le travail qui est fait par Chantelle, moi je suis arrivée au Marie-Claire il y a 5 ans. Voilà, je suis chef de rubrique sur le digital du Marie-Claire. Je suis arrivée il y a 5 ans et quand je suis venue avec toutes ces conversations sur la diversité et l'inclusion, force est de constater que les premiers à les porter ont été les marques de lingerie, comme j'ai pu le signaler. Qui ont, mais à l'international, hein, c'était Chantelle en France, ou même je dirais le groupe CL en France, mais de manière assez globale dans le monde, la lingerie a connu un shift qui s'explique à la fois par la montée de tous les mouvements body positive et cette envie d'être à l'écoute et des besoins et des valeurs aussi de nouvelles générations. Mais ce qui a été génial avec le groupe Chantelle, c'est que c'était une conversation française, et ça reste une conversation française, ce qu'on oublie aussi beaucoup. C'est un des challenges, je pense, qu'on rencontre en tant que critique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dans un monde globalisé qui vont avoir lieu aussi dans les milieux anglo-saxons et qu'on va essayer de transposer parfois à une culture française, ou en tout cas à une réalité française. Et avec Chantelle, il n'y avait pas cette traduction à faire, puisque c'était une réalité qui était existante. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup, là où j'ai beaucoup d'admiration, c'est aussi l'engagement. On sait, ils ont expliqué que ça n'a pas été facile, qu'il a fallu convaincre des clients qui étaient là depuis des années, et qu'il a fallu les convaincre que la représentation qu'ils voyaient, ça pouvait être aussi un rêve, en fait, que le rêve tel qu'on leur avait vendu pendant des décennies n'était pas le seul rêve qui existe, et qu'on pouvait avoir tous les corps et rêver quand même à être beau, à être sensuel, à être représenté et à être considéré comme la norme, finalement. Donc voilà, moi je trouve que c'est aussi des initiatives et des discours qui sont très très importants, parce que ça nous resitue dans un environnement qui est le nôtre et qui montre qu'en France aussi, on a des conversations qui sont pertinentes sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Mélodie. Comme vous le savez, je vous l'ai dit au tout début, ce soir, je vous ai lancé un défi.
Le défi, c'est de vous engager concrètement. Vous avez donc chacun et chacune une carte sur votre table où on vous invite à prendre des engagements concrets. Mais vous avez de la chance, on a 2 femmes autour de la table qui vont vous aider. Mélodie, Christelle. Parmi ce que vous avez entendu ce soir, parmi tout ce que vous savez, quels seraient les conseils que vous donneriez à des marques qui veulent s'engager ou s'engager plus sur les sujets de diversité et inclusion, mais également quels conseils vous donneriez à des organisateurs d'événements, notamment qui organisent peut-être des événements sur la mode inclusive, sur comment faire mieux? Non, déjà, je pense que là, il est vrai qu'on a un événement consacré spécifiquement à ces questions-là de diversité et inclusion. Et je trouve ça très bien et je félicite l'initiative. Mais on sait que le nerf de la guerre, c'est aussi l'économie et la finance, évidemment, dans notre industrie. Moi, lors de Sommet de la mode, là où en fait on a un sujet sur la supply chain, un sujet sur la finance, j'aimerais me dire, ok, il y a un sujet qui est directement abordé sur les différents types de diversité et d'inclusion, et qu'en plus, toutes les personnes qui sont choisies pour participer à ces panels représentent aussi ces différents types de diversité et d'inclusion. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout type d'organisation, on peut parler de la mode, mais à différents niveaux, à chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a un problème ou un enjeu qu'on ne traite pas comme on devrait le traiter, on se dit, ok, on va créer un nouvel événement, on va créer un nouveau programme, plutôt que d'essayer de les intégrer en fait dans la réalité du sujet, dans ce qui se passe vraiment. Je sais qu'en France, on a des vrais sujets typiquement autour de la jeune création. On sait que c'est important d'avoir des prix autour de la jeune création. Ça n'empêche pas les personnes qui lancent de nouvelles marques de faire partie en fait des organisations intégrantes, parce qu'il y a besoin d'une synergie, d'être au contact d'autres personnes qui ont les mêmes problématiques que nous. Il y a besoin d'un engagement aussi. On parle parfois de ce sujet. Pourquoi est-ce qu'en France il n'y a pas assez de femmes à la tête de grandes entreprises de mode? Pourquoi est-ce qu'il y a pas assez de femmes noires, par exemple, etc. Moi, ce que je dis souvent, c'est que si vos métriques, elles sont de il faut avoir dépassé 10 millions de chiffres d'affaires pour être considéré comme grand dirigeant là, je vous dirais surtout, sachez que le public que vous essayez d'attirer, à savoir peut-être des femmes, peut-être des personnes noires, etc., elles n'ont même pas dépassé ce seuil-là, en fait. Donc vous les trouverez jamais en haut parce qu'il n'y a pas d'accompagnement fait. Et quand je dis l'accompagnement, c'est pas donner de l'aide, parce qu'en fait c'est aussi des designers qui se débrouillent très bien eux-mêmes. Mais on sait très bien qu'on est dans une industrie hyper concurrentielle et que ça demande, je dirais, un soutien holistique de la question de la presse, la question des retailers, la question du soutien. Donc voilà, moi c'est vraiment plus une recommandation sur qu'on crée des sommets, encore une fois, c'est se poser la question de est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle table ronde qui pourrait ghettoiser le sujet au lieu de faire rentrer tout le monde à la table, et aussi de se dire on a quand même la chance d'être dans un pays où en fait il y a quand même une diversité culturelle existante, on sait très bien exporter la culture française à l'étranger. Je suis pas sûre qu'on sache exporter la culture française des différents types de diversité à l'étranger. Je pense que c'est encore un problème, mais que tout problème a une solution, donc il n'est pas trop tard, quoi. Je vais rejoindre totalement Christelle sur ce qu'elle vient de dire. Pour moi, c'est aussi une question de paramètres. On l'a vu, par exemple, moi, il y a une action qui m'a beaucoup marquée. Ça a été le moment où l'IFM s'est associé, par exemple, avec Casa 93, ce qui a permis à des étudiants qui n'ont pas forcément des diplômes ou le bac d'avoir accès à des études. Félicitations, Casa 93, bravo. Parce que ça leur a permis en fait d'accéder à des métiers de la mode et de trouver de la valeur et de montrer qu'ils avaient de la valeur à apporter dans des entreprises et dans cette industrie. Et je pense que voilà, la question des paramètres, elle est très importante. Moi, je le vois, par exemple, dans les recrutements au Marie-Claire. Quand je suis arrivée, on m'a dit, voilà, on veut des gens qui aient fait des écoles de journalisme, etc. Je pense que la mode, là où on a un petit peu de chance, on peut un peu tricher.
Parce qu'on peut dire, moi, je veux juste quelqu'un qui aime quand même bien la mode un peu. Je veux quelqu'un avec qui je puisse parler un petit peu quand même d'une collection de défilés à un moment donné. Et donc, c'est un shift qui a l'air bête, parce qu'en fait, on parle d'une passion, on parle d'un sujet qui nous intéresse à côté de plein d'autres. Mais le fait de pouvoir dire, je m'en fiche que quelqu'un ait fait une école de journalisme, je veux juste quelqu'un qui me montre qu'il a une appétence, une volonté, qui a l'envie en fait de parler de ce sujet, qui a envie d'apprendre sur ce sujet et qui a ce petit feu. Et ben ça m'a permis de pouvoir dire bah oui, cette personne peut-être qu'elle n'a pas fait d'école de journalisme, peut-être qu'elle a fait, je sais pas, une fac de droit ou une fac d'économie, mais elle vient avec un point de vue, elle vient avec une envie et elle vient avec une connaissance. Et pourquoi est-ce que je lui dirais non? Tout simplement parce qu'elle n'a pas fait le CELSA. Ça n'a aucun sens. Si quand je fais un entretien avec cette personne, elle me montre qu'elle a tout ce dont moi j'ai besoin en tant que personne, alors après bien sûr, il y a une petite formation à faire, comment on utilise un back-office, mais ça en fait, c'est un gain de temps. En fait, je préfère passer une semaine à expliquer à quelqu'un comment utiliser un logiciel que 6 mois à lui apprendre qui était le directeur artistique d'une maison, pourquoi est-ce que c'est important de parler d'une marque de cette manière-là ou d'une autre. Donc, je pense que c'est aussi, pour moi, c'est des questions de point de vue. Et souvent, si on fait un petit pas de côté, si on sort un peu de nos habitudes et qu'on se dit, je sais pas, qu'est-ce que me propose cette personne et quelle est la meilleure manière dont je peux l'utiliser dans mon entreprise et qu'est-ce qu'elle peut apporter à mon équipe, généralement, on est très surpris et c'est agréable. Parce qu'on a aussi des gens qui vont nous challenger dans notre manière de voir, on a aussi des gens qui vont apporter des connaissances qu'on n'a pas, qui vont juste être complémentaires parfois, ou même totalement sortir du cadre, et on ne se rendait pas compte qu'on en avait besoin, mais en fait, c'est exactement ce dont on avait besoin. Donc voilà, je pense que la question des paramètres, elle est très importante, que tout le monde vient avec son histoire, que tout le monde vient avec ses capacités, qu'on est tous en capacité d'apprendre aussi, et tout ce qu'il faut, en fait, finalement, c'est de la volonté. Donc, peu importe, en réalité... Je pense que des fois, la crispation, elle vient du fait qu'on se dit « Ah, il faut des quotas, il faut tant de personnes qui fassent ci, tant de personnes qui sont comme ça. » C'est pas ça la conversation. Je pense que si on va à la rencontre des gens, si on rencontre des gens, peu importe leurs origines sociales, on se rend compte qu'en fait, ils ont tous quelque chose à apporter. C'est pas juste moi qui le dis, hein. Il y a plein d'études qui ont été faites de la part de sociétés de conseil, notamment McKinsey, tous les ans sur un Diversity Report, où ils montrent à quel point les entreprises qui ont des équipes qui sont diverses sont beaucoup plus performantes. C'est une réalité économique, c'est une réalité sociale, c'est une réalité tout court. Donc voilà, si on change un peu parfois nos paramètres, on avance. Merci beaucoup Mélodie, merci Christelle. Attends, je prends une photo pour ma mère.